Le modèle des ARN que nous avons étudié précédemment a un gros inconvénient qui le rend quasiment inutilisable dans la réalité parce que il a besoin des informations sur les séries exogènes à l'instant de la prédiction. Le modèle HRHN que nous allons étudier a donc pour but, entre autres, de compenser ce problème et donc de pouvoir réaliser des prédictions à l'aide de séries exogènes et de la série à prédire uniquement en utilisant les instants précédant l'instant sur lequel on souhaite faire la prédiction. La structure de ce modèle est basée sur un encodeur qui comprend un réseau à convolution dont le but est d'apprendre les relations spatiales entre les différentes valeurs des séries exogènes. Cela permet de prendre en compte les différentes corrélations qui existent entre les valeurs des séries exogènes, et derrière ce réseau de convolution se trouve également un réseau récurrent à base de cellules récurrentes RHN, et dont le but est d'apprendre les relations temporelles qui existent entre les structures extraites des convolutions précédentes. On trouve également un décodeur à base de cellules RHN qui est composé d'une attention hiérarchique. Ce mécanisme d'attention, qui est couplé à un réseau RHN récurrent, permet de sélectionner les informations les plus pertinentes qui seront utilisées pour les prédictions. Sur ce schéma, on retrouve les différentes parties dont on a parlé précédemment. L'encodeur ici en vert prend en entrée les différentes séries exogènes, et ces différentes séries exogènes vont attaquer les réseaux de convolution qui vont nous permettre d'obtenir des représentations spatiales issues de ces séries exogènes. Du coup, les séries exogènes qui sont ici sont composées des coupes temporelles effectuées sur les différentes séries temporelles d'entrée, sur les différentes séries exogènes d'entrée, un peu comme on l'a fait avec le réseau des ARNN. Du coup, les représentations spatiales W1 à WT-1 issues des réseaux de convolution attaquent ensuite un réseau récurrent de type RHN qui a pour but d'extraire les informations temporelles des séries exogènes. Au niveau du décodeur, on trouve un autre réseau de type RHN qui va lui traiter la série cible, donc de manière temporelle cette fois-ci, et les informations qui vont être extraites de ces réseaux-là vont être couplées aux autres informations issues de l'encodeur à l'aide d'une attention hiérarchique. Et du coup, l'objectif va être de faire en sorte de pouvoir venir sélectionner parmi les informations issues de l'encodeur les plus représentatives et les plus utiles qui permettront de venir réaliser la prédiction Y chapeau de T en fonction des instants où on se place dans le décodage de la série cible. Alors on va commencer par regarder en détail comment se passe l'extraction des relations spatiales à l'aide des réseaux de convolution. Donc à partir de nos entrées exogènes, de nos séries exogènes d'entrée, eh bien on va venir, comme on l'a fait pour le réseau des ARNN, faire des coupes temporelles, et du coup on va retrouver T-1 série que je vais appeler série spatiale parce qu'elle prend les valeurs de chaque série exogène à différents instants précis, et donc on a une représentation en fait spatiale des différentes séries exogènes ici. Et chacune de ces séries-là, de ces séries spatiales, donc, va attaquer un ensemble de réseaux de convolution. Donc on va se retrouver avec T-1 ensemble de réseaux de convolution, et chaque réseau de convolution a pour but de créer une représentation de chacune des séries spatiales qui l'attaquent. Dans ces réseaux de convolution, en fait, on va retrouver 3 couches, et chacune des couches est composée d'une convolution suivie d'un max pooling. Et dans un cas qu'on peut dire général, on pourrait utiliser 2 couches par exemple, ou 4 couches, 5 couches, etc. Nous, dans notre cas, on va utiliser 3 couches. Et la première couche utilisera des filtres à convolution de dimension 3, la deuxième également et la troisième également, et puis on utilisera 16 filtres dans la première couche, 32 filtres dans la deuxième couche et 64 filtres dans la troisième couche. Et puis chaque couche de convolution est suivie d'un max pooling qui a pour objectif de faire un sous-échantillonnage des résultats
pour limiter le surapprentissage et pour éviter d'avoir des valeurs bruitées. Du coup, en fait, en sortie de cet ensemble de réseaux de convolution, on va venir sortir T-1 représentation spatiale des séries qu'on a entrées de notre ensemble de réseaux. Et ce tenseur de sortie, qui représente T-1 représentation spatiale, va avoir un certain format qui va dépendre du nombre de couches qu'on utilise et puis de la taille des filtres de max pooling qu'on utilise et qui va dépendre également du nombre de séries qui y a en entrée. Et du coup, on va venir traiter ce tenseur-là pour créer T-1 représentation spatiale de dimension fixe et dont on pourra définir la dimension. Et donc la dimension de chacune des représentations spatiales issues de la convolution, dans notre exemple ici, cette dimension est notée dim motif. Voilà, donc pour synthétiser, l'extraction des relations spatiales permet, à partir des séries exogènes, d'avoir des motifs W1, W2, W3, etc. jusqu'à WT-1. Et chaque motif est une synthétisation, une représentation spatiale d'une coupe temporelle exercée sur chacune des valeurs des, euh, des séries exogènes. Alors, l'idée ici, c'est de paralléliser l'ensemble des produits de convolution parce que on a T-1 convolution, enfin T-1 réseau de convolution à utiliser, chacun des réseaux ayant 3 couches de convolution plus du max pooling. Donc si on les fait les uns à la suite des autres, ça va prendre un certain temps. Et donc l'idée c'est de paralléliser ça. Et donc pour paralléliser tout ça, eh bien on va créer un modèle interne. Et dans ce modèle-là, sous Keras, eh bien on utilisera une entrée qui aura une dimension T-1 qui est une dimension T-1 avec une entrée de ce type-là. Et du coup, on va venir superposer dans notre modèle plusieurs réseaux de convolution. Et chacun des réseaux de convolution va prendre simultanément chaque entrée en compte et va calculer sa sortie. Et du coup, on va se retrouver en sortie avec, lorsqu'on va tous venir les concaténer ensemble, on va se retrouver avec un tenseur qui a un format un peu particulier, qu'on va revenir mettre en forme pour pouvoir attaquer notre couche dense et pour pouvoir obtenir nos relations spatiales par la suite. Du coup, l'autre partie de l'encodeur va permettre de traiter ces relations spatiales à l'aide de réseaux récurrents RHN. Donc le but ici, ça va être d'extraire les relations temporelles qui existent dans les séries exogènes. Donc pour cela, on va envoyer les différentes représentations spatiales qu'on a vues précédemment, W1, W2, etc. jusqu'à WT-1. Eh bien, on va venir traiter ça par un réseau RHN, et dans notre cas, on va utiliser 3 couches ici. Donc le but l'utilité de prendre un réseau RHN plutôt qu'un réseau GRU ou LSTM, c'est justement d'ajouter de la profondeur sans pour autant empêcher un entraînement optimum du réseau. Avec un réseau, si on met plusieurs couches d'affilée LSTM ou GRU, généralement on a des problèmes d'entraînement. Donc là, l'idée de ce réseau RHN, c'est de pouvoir garder un entraînement potable tout en pouvant ajouter une profondeur. Dans notre cas, on va utiliser 3 couches. On va venir ici récupérer chacun des vecteurs cachés en sortie des différentes couches. C'est-à-dire que en sortie de la première couche du réseau RHN, on va obtenir T-1 état caché. Et ces T-1 état caché issus de la première couche du réseau RHN seront utilisés par le concept d'attention hiérarchique. Et puis pareil, on va venir récupérer également les T-1 états cachés de la seconde couche du réseau RHN, et on aura également besoin des T-1 états cachés de la troisième couche du réseau RHN. L'idée ici, c'est d'utiliser les différentes couches pour essayer d'avoir le maximum d'informations qu'on pourra utiliser pour faire les prédictions. Donc on aura plus de précision que si on utilisait uniquement la dernière couche en sortie du réseau RHN. Donc du coup, quand on configurera notre réseau RHN, eh bien, il faudra typiquement mettre un retour de séquence. Il faudra utiliser le mot-clé retour séquence
pour ne pas utiliser uniquement le dernier état caché. Et puis on remarque également que chacune des cellules RHN aux différents instants utilise les états cachés des instants précédents. En fait, le premier état caché initial de la première couche du réseau RHN, c'est le dernier état caché de l'instant précédent de la dernière couche RHN précédente. Voilà, donc la particularité d'utiliser ce réseau RHN, en plus d'avoir une profondeur plus grande qu'avec les réseaux LSTM et GRU, tout en gardant une capacité d'entraînement, c'est d'avoir on peut dire une multidimensionnalité sur les informations, justement en récupérant les différents états cachés qui se trouvent entre les couches. Du coup, au niveau du décodeur, la structure générale est celle qu'on a utilisée assez fréquemment, en particulier dans le réseau DA et RNN. À chaque instant, à chaque pas de décodage, on va venir attaquer avec nos fameux tonseurs qui comprennent les différents vecteurs cachés des différentes couches des réseaux RHN. Donc là, nous, on utilisera 3 couches dans notre encodeur récurrent RHN. Donc à chaque pas de temps, notre décodeur va être attaqué par 3 tenseurs. Et du coup, ce premier tenseur-là ici représente les T-1 états cachés de la première couche du réseau RHN de l'encodeur. Ce tenseur ici représente les T-1 états cachés de la deuxième couche du réseau RHN de l'encodeur. Et ce tenseur-là ici représente les T-1 états cachés de la troisième couche du réseau RHN de l'encodeur. Et ces 3 tenseurs-là vont venir attaquer à chaque fois, à chaque instant, le décodeur à chaque instant, à chaque pas. Et en fait, ce que va faire l'encodeur, eh bien, c'est que à partir de l'état initial précédent du réseau RHN qui est également utilisé dans le décodeur, et on utilisera également un réseau à 3 couches, et bien à partir de cet état initial et à partir des différents états cachés qui étaient présents, qui sont sortis du réseau RHN de l'encodeur, eh bien il va venir créer un vecteur contexte. Et ce vecteur contexte va être créé par cette fameuse attention hiérarchique. Et ce vecteur contexte va venir attaquer notre réseau RHN du décodeur, qui, en utilisant notre sortie cible à l'instant considéré, va réaliser la production d'un nouveau état caché. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut remarquer, c'est que les états cachés qui transitent à chaque pas d'instant dans le décodeur, ce sont les derniers états cachés du réseau RHN. Donc en l'occurrence, comme on a 3 couches, eh bien celui-là, ça va être le dernier l'état caché numéro 3, qui correspond à la couche numéro 3 de notre réseau RHN ici. Et du coup, eh bien, on va venir faire ce procédé-là T-1 fois. Et à la toute dernière fois, on va venir recréer un dernier vecteur contexte grâce à une dernière application de l'attention hiérarchique. Et en utilisant ce vecteur contexte avec l'avant-dernier état caché, on va réaliser la prédiction sur la sortie. Donc on reviendra un petit peu sur le générateur un petit peu plus tard. Du coup, on va regarder maintenant comment est créée cette fameuse attention hiérarchique. Donc encore une fois, ici on a pris un instant, donc l'instant t égale 1, c'est la représentation du décodeur, et dans ce décodeur on trouve notre couche d'attention hiérarchique. Alors en réalité, la couche d'attention hiérarchique est composée de 3 couches, 3 sous-couches, parce que chaque couche va s'occuper du tenseur issu qui contient les différents états cachés des différentes couches du réseau RHN de l'encodeur. Donc du coup, ici on va retrouver nos 3 tenseurs dont on a parlé précédemment, et ces T-1 valeurs, donc les T-1 états cachés de la première couche du réseau RHN de l'encodeur, eh bien, vont être utilisés ici par cette attention-là, par cette couche d'attention-là, par cette première couche d'attention ici, pour créer un premier sous-vecteur contexte. Et du coup, pour créer ce premier sous-vecteur contexte, eh bien, c'est comme d'habitude, comme on l'a vu avec l'attention de Badano, on va venir appliquer des poids aux différents états cachés considérés. Donc là, on va venir appliquer
T-1 poids sur les T-1 états cachés de la première couche du réseau RHN de l'encodeur. Et ces poids-là ont pour but de représenter l'importance qu'a chaque état caché par rapport à le décodage qu'on est en train de faire sur la valeur cible considérée. Et ces poids sont créés par un score, et ce score-là quantifie la précision avec laquelle les vecteurs cachés, aux différents instants, de la couche numéro 1, qui sont en vert ici, sont en relation avec la sortie à l'instant 1, donc notre sortie Y1 ici. Et du coup, comme on a 3 couches sur l'encodeur RHN sur l'encodeur RHN, eh bien on va utiliser ce concept d'attention hiérarchique sur les 3 couches, sur l'ensemble des états cachés qui sont constitués sur les 3 couches. Et du coup, on va récupérer ici 3 sous-vecteurs contexte. Et pour créer le fameux vecteur contexte de notre couche générale d'attention, eh bien on va venir tout simplement concaténer les différents sous-vecteurs contexte. Et c'est ce vecteur contexte général, donc qui aura 3 fois la dimension RHN ici, qui viendra servir pour attaquer notre décodeur RHN ici à l'aide de la sortie courante Y1. Donc ici, l'idée c'est de créer une représentation de la sortie et du vecteur contexte. Donc le Y tilde qui est là, ça permet de créer une représentation de la sortie Y1 en accord avec le vecteur contexte qui a été créé au premier pas d'instant du décodage. Et c'est cette représentation Y tilde ici qui va attaquer notre décodeur RHN, notre réseau RHN du décodeur, pour créer le nouveau état caché. Et ce nouveau état caché, en fait, sera pris sur la dernière couche du réseau RHN ici. Et puis du coup, on répète cette opération, hein, comme on l'a vu plusieurs fois. Et puis au dernier instant, on va juste recalculer une dernière fois le vecteur contexte pour prédire la sortie. Donc après l'instant T-1 ici, on rajoute une dernière opération d'attention qui va nous permettre d'avoir notre vecteur contexte dt, et on va venir coupler ce vecteur contexte dt avec le dernier état caché à l'instant T-1 de notre cellule RHN du décodeur pour faire une prédiction sur la sortie. Voilà, donc on fait une combinaison linéaire en fait entre ces deux tenseurs-là, le tenseur de l'état caché à l'instant T-1 et le tenseur du vecteur contexte, pour faire la prédiction à l'état à l'instant grand T. Donc ici, j'ai mis une représentation générale du modèle. Alors on ne voit pas très bien, mais vous avez le fichier PDF sur lequel vous pouvez zoomer ou imprimer éventuellement.